certaines personnes avec ce qu'ils appellent la lumière d'amour inconditionnel, qui les amène à se poser des questions existentielles qui ne se posaient pas forcément auparavant, Ouais. et à les engendrer quelque part une démarche de ce type-là, qui peut engendrer parfois aussi des, euh, des tensions internes, parce que c'est pas facile, et en tant que travailleur social, nous, on a une formation là-dessus. Quand on accompagne, par exemple, des personnes au niveau des métiers de la relation d'aide, on connaît pas mal cette difficulté. Ouais, tout à fait. C'est pas évident de changer de posture tout de suite. Non, pas du tout. Et du coup, ça peut engendrer au contraire bon, là, après, peut-être le mot est un peu fort, des ego trips, comme disait le philosophe Pascal, à vouloir faire l'ange, on fait la bête. Et c'est vraiment le cas dans beaucoup de métiers de la relation d'aide, c'est-à-dire qu'on sauver l'autre, etc. Et ou chosifier l'autre pour justement accéder à une forme d'angélisme. Il y a des expérienceurs qui m'ont clairement dit ça, en fait, qu'ils avaient des difficultés justement à vouloir quelque part copier en fait ce qu'ils avaient vécu avec des êtres de lumière, cet amour inconditionnel qu'ils avaient reçu, et essayer de le redonner aux autres, mais en voulant le redonner aux autres, ils n'y arrivent pas. Ils se mettent la barre haut, en fait. Mm. Exactement. Donc, du coup, c'est un apprentissage quelque part de l'humilité, et ce qu'on appelle l'éthique de l'action incarnée. Euh, bon, alors ça, c'est un petit point. Pourquoi aussi, voilà, j'ai choisi en fait cette démarche. Du coup, aussi, pourquoi j'ai choisi cette recherche? J'ai été confronté quand j'étais très jeune à une personne qui avait eu une expérience dite hors du corps, où elle avait, dans sa chambre, où elle avait pu euh, percevoir, quand elle était hors du corps, des phénomènes de vision à 360 degrés. Bon, les phénomènes classiques qu'on peut retrouver dans les expériences de ce type-là, où elle avait pu percevoir, par exemple, sa voisine en train de tondre la pelouse, avoir pu le vérifier après coup. Alors, c'est vrai que ça m'avait assez, euh, euh, assez en fait étonné. Et du coup, donc voilà. Après, euh, ce qui m'a intéressé au cours en fait de ma recherche, c'est l'approche phénoménologique. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans les expériences de mort imminente, laquelle s'intitule l'expérience de mort imminente que j'ai mis entre parenthèses, parce qu'elle n'arrive pas qu'en cas d'approche de la mort. Elle peut arriver Ouais. en cas de sieste, par exemple. Il y a beaucoup de gens enfin, qui ont des expériences de ce type-là, j'en ai rencontré plusieurs, lors de sieste ou par exemple même de paralysie du sommeil. Il y a Ouais. un lien avec le monde onirique, hein, quelque part. Et du coup, aussi, oui, c'est aussi parfois, il y a des personnes aussi qui pensent qu'ils vont mourir et ça déclenche en fait une expérience de ce type-là. Ah. Donc en fait, euh, c'est- la personne, par exemple, conduit une voiture, hop, elle croit qu'elle va avoir un accident de voiture. C'est une expérience d'ailleurs que décrit Renaud Hébrard dans son dernier bouquin, Les expériences de mort imminente, où il parle justement d'une personne comme ça qui conduit une moto et qui a pu éviter l'accident parce qu'il pensait qu'il allait avoir finalement un accident grave. Et il a pu l'éviter. Bon, je vous laisse découvrir son livre. C'est pas pour lui faire de la publicité, parce que c'est vraiment un chercheur qui étudie les expériences exceptionnelles de façon scientifique, hein, et sans rentrer dans un dogme quelconque. Donc, Euh, voilà. Et du t'es coup, intéressé à la phénoménologie des EMI, c'est-à-dire à l'approche concrète de... voilà, en fait, la phénoménologie. Donc déjà, moi, ce qui m'a intéressé pendant ces plusieurs années de recherche, c'est d'adopter une approche phénoménologique de ce qu'on appelle en phénoménologie, en philosophie, de type husserlienne. Bon, voilà, avec ce qu'on appelle l'époqué, c'est-à-dire de mettre entre parenthèses le jugement sur le réel. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire c'est réel ou pas. C'est
c'est réel de toute manière, quelque part. Voilà. Donc du coup, sans et avec ce qu'on appelle les entretiens d'explicitation, c'est-à-dire que pas poser des questions avec des questions en utilisant un questionnaire fermé, voire même ouvert, et vraiment laisser aller la personne qui a vécu, Précis, quoi. voilà, avec son vocabulaire, alors qu'en fait, c'est une expérience quand même qui est indicible, qui est extrême. Hein. Bon, t'en as une, donc voilà, tu sais Ouais. Elles se de- ressemblent toutes et à la fois elles sont toutes différentes. Donc, elles sont différentes. Alors, du coup, voilà. Ce qui se passe, c'est vrai que dans la recherche actuelle, on a beaucoup de livres qui sont édités et qui ne parlent que d'un seul type d'expérience, notamment les expériences avec la lumière, d'amour inconditionnel, etc. Sauf qu'elles sont plutôt minoritaires, ces expériences-là. Bon, on n'a pas toutes les données. On est vraiment, j'ai envie de dire, au commencement, quelque part, de la recherche. Et parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe. Il y a aussi toutes les expériences de mort imminente dites négatives qui sont très peu étudiées. Bon, bah voilà, la lumière d'amour inconditionnel, bon, c'est vendeur. Mais par contre, toutes les expériences de type néant, il y a des personnes qui vivent, ont l'impression d'entrer dans un néant, ou des expériences de type infernal, de type même qu'on peut retrouver décrites à la Dante, en fait, hein, et qui sont traumatisantes. Qui sont vraiment traumatisantes parce qu'elles sont extrêmes. Donc pour la personne, non seulement c'est réel, mais c'est plus réel que le réel. Et c'est vraiment la problématique centrale de ces expériences-là, c'est qu'elles interrogent en fait le réel. Parce que le réel, finalement, bon, oui. on ne le connaît pas. Après, tu te demandes si ce que tu vis de façon ordinaire, c'est réel. Exactement. Alors là, on peut le trouver, par exemple, dans la méditation métaphysique de Descartes, où il s'est interrogé dans les premières méditations. Par exemple, quand il dit, bah, quand je rêve, le phénomène du rêve, bah, c'est réel. C'est quand je sors du rêve là, à ce moment-là, je me dis, ah bah, c'était qu'un rêve. Mais quand on rêve, en fait, c'est réel. Voilà. Et du coup, il s'est posé la question de savoir si, dans sa vie usuelle, enfin, de tous les jours, hein, s'il vivait pas un rêve. Donc après, il en est arrivé à une autre conclusion, plutôt, comment dirais-je, religieuse. Bon, mais et en tout cas, son positionnement à la base, avec l'histoire de l'ego, le cogito, pardon. Et du coup, Interroger sur la réalité. la seule chose qu'il va dire au départ, c'est que si je doute que ce que je vis est réel, la seule chose que je sais, c'est que finalement, je doute, donc j'existe. Donc, je suis une chose pensante, en fait. Peut-être que je suis le seul à être, le seul à être réel. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Donc, c'est des questions en fait qui sont posées depuis les présocratiques, hein, qu'on retrouve avec Parménide, des gens comme ça, même avec le mouvement du scepticisme antique, pas le mouvement sceptique d'aujourd'hui, mais du scepticisme antique, ce qu'on appelait le pyrrhonisme, par exemple, où en fait ils avaient abandonné l'idée de s'interroger sur le réel parce que ils se disaient, en gros, bon, bah, je ne saurais jamais ce qui est vraiment réel. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, le réel, c'est ce que j'observe. Donc, ça veut dire que j'ai conscience de l'observer. C'est ça, tu parles de cette conscience-là et c'est la conscience qui est réelle. C'est ça? Et voilà, alors c'est l'expérience consciente. Alors je vais en venir justement, du coup, bon là, j'ai un peu introduit ce que je voulais dire par la suite, bon, c'est pas grave. Ouais. Mais bon, voilà. Du coup, et du coup, pour justement, par ta question, ça me permet d'effectuer une transition sur ce qu'on appelle le problème de la conscience. Et tu Alors, as le bonjour de Lascar. de qui? Lascar. Ok, bah bonjour, pareil. Lascar. Voilà. Du coup, le problème de la conscience, c'est justement de savoir ce qu'est la conscience. Aujourd'hui, personne n'arrive vraiment à définir ce qu'est la conscience, en réalité, qui a été posé par le philosophe australien David Chalmers comme le hard problem, c'est-à-dire Ouais. le problème difficile de la conscience.
Parce que pourquoi existe-t-il, par exemple, une expérience vécue? Pourquoi y a-t-il quelque chose euh, pourquoi y a-t-il quelque chose qui est comme d'être un sujet conscient? Euh, c'est vraiment l'expérience consciente. Quel effet cela fait de ressentir, par exemple, euh, telle, euh, telle perception en regardant un tableau ou un coucher de soleil? Ça fait un effet particulier qui est propre à chacun. Donc, euh, donc c'est extrêmement compliqué à expliquer par en fait le physicalisme, en fait, cet effet-là, l'effet d'avoir une expérience consciente. Et on peut distinguer du coup dans son bouquin que je vous invite à lire, que j'ai là d'ailleurs, je sais pas, L'esprit conscient de David Chalmers. C'est-à-dire qu'il va parler en fait de ce qu'on appelle quelque part la conscience cognitive ou psychologique, qui est étudiée par les neurosciences, hein, qui est vraiment les neurosciences justement arrivent à des conclusions vraiment très intéressantes, hein, très pertinentes. Et en fait, cette conscience-là désigne les fonctions mentales objectivables, les perceptions, traitement de l'information, par exemple, prise de décision ou certaines pathologies, petites pathologies mentales. Et, euh, et la conscience phénoménale, dont je parlais tout à l'heure, qui désigne l'expérience subjective en première personne. Ce que je Donc, disais, tu as une voilà. conscience qui désigne les sens, c'est ça? En fait, oui, c'est ça, ce qui va Et une conscience désigner, qui désigne... qui désigne en fait quelque chose qui est impalpable, un vécu propre à chaque personne, une expérience vraiment subjective qui est propre à chaque personne, l'effet que ça fait en fait. C'est même pas en fait finalement l'affect, c'est l'effet que ça fait de ressentir tel amour, par exemple, je sais pas, l'amour passionnel, on va parler de celui-là, ça engendre un certain effet particulier. Euh, et effet c'est sur le pas, corps. comment? Un effet sur le corps. Ça a un effet, effectivement. Alors, aujourd'hui, effectivement, on parle du corps plus que du cerveau. On peut retrouver chez Merleau-Ponty, des philosophes comme Merleau-Ponty ou Francisco Varela, au niveau des neurosciences cognitives, où on s'aperçoit que c'est le corps entier qui perçoit en fait le monde quelque part. Le monde est perçu par rapport à tout ce qui est tout son environnement. Nous sommes en fait, on dit des êtres dans le monde. D'accord. Voilà. Et du coup, on parle au niveau de la conscience phénoménale les qualia, c'est-à-dire en fait ce qu'on ressent, des ressentis phénoménaux qui sont particuliers, tels que par exemple l'amour. Il y a un effet, un qual, qui s'attribue au ressenti phénoménal de ressentir de l'amour ou de la haine, ou etc. Ou, comme je le disais tout à l'heure, des expériences dans le néant, ou même par exemple des gens qui sont dans des états de conscience vraiment très limités, il y a une expérience consciente. Euh, C'est en réaction avec des éléments extérieurs, avec des choses que tu ressens. Interne, extérieur, effectivement, ça peut être, quelque part, bon, c'est vraiment un domaine de recherche pour l'instant D'accord. qui est assez complexe. Euh, donc dans les EMI aussi, on rencontre des états modifiés de conscience qui sont pour moi effectivement phénoménaux. Ouais. Parce que qui s'expriment avec une intensité vraiment radicale et qui semblent irréductibles à tout, j'ai envie de dire, tout modèle computationnel. Et il y a une dimension profonde qui se révèle sur la nature même peut-être du réel et de l'ultra-réel, parce que en fait, pour moi, ça fonctionne sous un mode ultra. Euh, C'est-à-dire que tout est vraiment extrême. Les ressentis sont
sont multipliées par infini quelque part, en fait. Il n'y a pas de nombre à donner. Oui, Et- puis ils sont sous, enfin, me concernant, et j'ai vu que beaucoup d'autres aussi, ils sont inoubliables en fait. oui, alors tout à Et fait. comme dans le présent permanent. Exactement. Et, d'ailleurs, il y a des études qu'a effectuées Stephen Lawrence sur les souvenirs. On s'aperçoit que ce ne sont pas des faux souvenirs, ce sont des vrais souvenirs. Ah, Pas comme un rêve, en fait. C'est vraiment des souvenirs qui sont imprimés vraiment dans le cerveau, parce que bon, l'étude qu'effectue Stephen Lawrence, c'est au niveau des sciences cognitives. Il essaie de savoir ce qui se passe dans le cerveau au moment de ce type d'expérience. Sans réduire, hein, sans le réduire forcément à un phénomène physicaliste, réductionniste. Enfin, réductionniste, je me répète. Mais... du coup, alors, le problème au niveau des théories, au niveau de la conscience, on en a plusieurs, euh, plutôt des hypothèses, parce qu'il n'y en a aucune qui a été prouvée. Donc on a par exemple la théorie de l'information intégrée, donc, qui a été développée par le chercheur Tododi, qui est si je me souviens bien, un neuropsychologue, qui dit qu'en fait, dès qu'il y a de l'information intégrée à un système, il y a une expérience consciente. Donc c'est par exemple une intelligence artificielle pourrait très bien avoir une expérience consciente. S'il y a de l'information sur je sais pas, un atome peut très bien, pourrait très bien avoir une expérience consciente à son niveau, hein. Voilà. c'est comme s'il y avait une intelligence, une intelligence. L'expérience intégrée, c'est une intelligence. Ouais, une sorte oui, d'expérience consciente, je dirais, oui, un vécu phénoménal qui peut être très minime, hein, mais on peut d'ailleurs en avoir, hein, quand vous plongez dans le sommeil, il y a une transition parfois qui peut se faire. On peut avoir des expériences, par exemple, on a l'impression qu'on ne sait plus où on est, qui on est, etc. C'est une expérience consciente. Par exemple, les gens qui ont Alzheimer à un dernier degré ont une expérience consciente. Voilà, on ne sait pas vraiment enfin, je ne suis pas un spécialiste hein, Ouais. d'Alzheimer, mais on peut imaginer qu'ils aient une expérience consciente voilà, qui est propre à eux et propre à chacun dans ce type d'expérience. C'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est l'expérience consciente. Peu importe, là, tu parlais d'intelligence, mais l'intelligence, souvent, en fait, les gens, effectivement, peuvent dire, il y a une expérience, c'est l'intelligence ou la mémoire, ou etc., ou tout ce qui est Souvenir. cognitif, qui apporte une expérience consciente. Là, on n'est même pas là-dedans, hein, c'est encore autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on parle de problème difficile de la conscience. Ensuite, on pourrait dire que en fait, les neurosciences cognitives sont plus sur des théories de type voilà, l'espace global de travail, en disant que, bon, en gros, c'est l'évolution qui a créé l'expérience consciente, le cerveau, par exemple, l'espace global de travail qui finalement c'est le cerveau qui produirait l'expérience consciente Je, par je- l'intermédiaire de circuits neuronaux. Bon, ça c'est l'explication classique qu'on trouve je pense donc que je suis, c'est ça. là, en fait, ça serait plus vraiment, pour le coup, strictement matérialiste. Enfin, très, voilà, là, c'est vraiment des réseaux de neurones. Alors moi, je suis pas du tout neuroscientifique, hein, c'est pour ça que je décris, en fait, Et là, ce que tu dis, c'est que c'est le cerveau qui créerait la conscience. c'est ça. Donc là, il y a plus dans les neurosciences actuelles cette idée-là, l'évolution qui a créé progressivement la conscience, l'expérience consciente, etc. Après, il y a l'hypothèse dualiste classique, hein, qu'on peut retrouver chez Platon. L'âme, par exemple, est une substance distincte du corps, ou même chez Descartes, hein, c'est exactement ce qu'il dit.
euh, qui est immortelle, préexistante immortelle, et qui existerait indépendamment du fonctionnement cérébral. C'est comme si c'est la conscience qui créerait le cerveau, en gros. Euh, qui est en fait une interaction avec le cerveau, les deux sont liés. Le cerveau, par exemple, chez Descartes, aurait une interaction sur l'âme, Mm. et l'âme aura une interaction sur l'âme, pardon, sur le cerveau, sur le corps. D'accord. Les deux sont liés, en fait, ce qui sont reliés, voilà, c'est dans, euh, voilà, il pensait que c'était, qu'il y avait un lien à partir de la glande pinéale. Bon, alors ça n'a pas du tout été prouvé, hein. Bon. Moi, alors du coup, moi je m'inscris pas en fait pour le coup dans essayer de prouver quoi que ce soit, si c'est euh, surnaturel ou si c'est physicaliste. Je reste en fait sur une approche phénoménologique et sur l'idée d'explorer en fait euh, la, enfin, la conscience, la conscience phénoménale à partir justement de ce type d'expérience, comme les expériences de conscience de mort imminente, les expériences à autophagie, même les paralysies du sommeil, etc., le rêve, parce que justement, je trouve que ça permet d'amener des pistes sur, en fait, sur comment on perçoit le monde, comment on peut même engendrer des expériences de ce type-là, pourquoi pas pour effectuer bon, là, on parle beaucoup de Les liens, méditation, oui. bah, des Et, expériences de conscience modifiées. Bon, après, il faut se méfier aussi de ce type. Il y a des types de méditation dont il faut se méfier, mais voilà, donc, par exemple la méditation qui est très connue, ce qu'on a appelé, et qui, est-ce que les... Enfin, je me permets de poser cette question parce que on ressent ça, on le ressent, mais est-ce que les philosophes, dans ce que tu connais, se sont intéressés aux différents niveaux de conscience, pas au niveau de la graduation de l'intensité, mais aux différents niveaux d'organisation de la conscience? Parce qu'on peut trouver de la conscience dans une fourmi, de la conscience dans un atome, de la oui, conscience tout à dans fait. un... Exactement, c'est une question en philosophie qui date de toujours, j'ai envie de dire, parce que du coup, aujourd'hui, dans les philosophes contemporains, on a Michel Bidbol, par exemple, qui s'intéresse à la conscience phénoménale, hein, justement, qui va dire, par exemple, quelque chose comme ça. Alors, je vais pas essayer de le paraphraser. Euh, c'est pas le monde pour lui qui est à l'extérieur de la conscience, c'est le monde qui est dans la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui importe, alors, c'est un peu compliqué comme ça à simplifier, c'est ce qu'on ressent en fait au niveau finalement du réel, au niveau de la conscience, qui, qui perçoit le monde d'une certaine façon. Voilà. C'est un peu le rapport entre la conscience et le corps, puisque c'est la perception à travers les sentiments. Tout à fait. Alors, on n'est pas effectivement aujourd'hui dans une distinction corps-esprit. C'est qu'en fait, il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, tout est lié. Euh, il y a une interaction, et effectivement, le corps euh, est très important dans l'expression, par exemple, des humeurs. Voilà. Par exemple, au niveau des intestins, vous avez des intestins qui déconnent, bon, vous pouvez très bien changer d'humeur. Euh, donc voilà, en gros, pour schématiser, ce qui est important, c'est en fait, voilà, c'est-à-dire que c'est comment se structure le réel et qu'est-ce que le réel? Alors ça, on connaît une partie du réel, mais par exemple l'univers dans lequel on est, on connaît qu'une
une partie, on perçoit en fait le monde avec un filtre, hein, c'est ce que disait Kant, hein, euh, dans la critique de la raison pure, on est équipé, on ne voit pas le monde tel qu'il est. Par exemple, la lumière, on voit qu'une partie du champ. Spectre lumineux, oui. Ah, c'est ça. Et Est-ce oui, non, je voulais poser une autre question, mais je ne sais pas si c'est- est-ce qu'on pourrait, en certaine façon, relier la conscience à l'identité de chacun? Parce que moi, mon but, c'est toujours d'essayer de soigner les gens. Donc, je me dis, et dans cette chaîne, on se dit que on pourrait essayer de soigner la conscience pour aussi soigner la personne. Donc, est-ce que, euh, comment on peut lier la conscience à l'identité? Est-ce que c'est l'âme qui est liée au corps? Est-ce que c'est la conscience? À quel niveau? Comment, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, sur l'identité et la conscience? ça, je ne sais pas, parce que du coup, ça fait partie de la recherche actuelle. Mais effectivement, ce qui m'interpelle, par exemple, au niveau des expériences de type extrême avec de mort imminente, c'est que souvent ça change le sens ça, ça change le sens de la vie. Enfin, ça apporte la personne qui vit, ça change sa personnalité parfois. Ouais. Et des gens, par exemple, qui étaient, bon, alors ça c'est assez classique, hein, des gens qui étaient très, bon, après moi je porte pas de jugement, hein, qui étaient très matérialistes, bon, bah, quand ils ont, après coup, quand ils ont eu cette expérience-là, ils changent de personnalité à tel point que ça provoque même des divorces, parce que leur conjoint ne les reconnaît plus. Bon, voilà. Et du coup, ouais, j'en ai connu comme ça, hein, qui m'en ont parlé, et du coup, d'une personne plutôt qui était euh, compétitif. Bon, après, moi, je porte pas de jugement là-dessus, hein. Euh, Oui, ils changent leur façon d'être. voilà, Personnellement, lorsque j'ai fait mon expérience de mort imminente, j'ai réalisé que j'étais une conscience. C'est pour ça que ça m'intéresse et que je n'étais plus dans le corps. Mais je trouvais que je percevais mon identité puissance 10. voilà, c'est ça. Je me connaissais beaucoup plus, paradoxalement, que lorsque j'étais incarnée. Et je trouvais ça génial parce que je me dis, waouh, c'est toi, tu as toutes tes valeurs, tu raisonnes pareil, encore plus vite. Et c'est pour ça que je pense que on a une conscience identitaire également. Oui, 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 oui. C'est comme si dans ces expériences-là, tous les sens classiques étaient déconnectés et qu'il restait en fait ce qu'on appelle un peu moi j'ai appelé un peu ça la conscience phénoménale. Et toi, tu parlais du corps, du coup, Ouais. corps phénoménal. Alors, un corps phénoménal, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Merleau-Ponty, philosophe Merleau-Ponty, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le corps propre, tel qu'on connaît, le corps usuel, entre guillemets physique, mais en fait, on se voit pas tel qu'on est. Donc, le corps se reconstruit en permanence, le corps phénoménal. Et, euh, du coup, c'est comme si ces expériences provoquaient une extension en fait, de ce corps phénoménal où il y a une interaction avec tout ce qui est tous les ressentis phénoménaux, les qualia, etc. Où il restait plus qu'en fait, si vous voulez, enfin, il restait plus que euh, euh, qu'une conscience quelque part, une conscience. Conscience pure qui n'est pas altérée par Voilà, c'est ça. la matière. C'est ça. Donc, du coup, un voyage intérieur, hein, on peut en trouver d'ailleurs chez certains mystiques. Bon, moi, c'est ceux que je connais le mieux, les mystiques chrétiens comme Thérèse d'Avila, qui parlent du château intérieur. Ouais. Elle appelle ça, bon, voilà, après, voilà, c'est comme c'était une chrétienne, le Christ, pour elle, elle disait, bah, il est en soi, on ne le voit pas, et donc il y a elle donne toute une méthodologie pour y accéder. On trouve aussi dans l'hindouisme, évidemment, dans le bouddhisme, avec ce qu'on appelle la nature du Bouddha. Le Bouddha, c'est pas Siddhartha Gautama, hein. C'est l'éveil, enfin l'éveillé. Donc voilà, c'est-à-dire que l'éveillé dans le sens où on comprend, enfin on perçoit le monde tel qu'il est, et en percevant tel qu'il est,
et bah, du coup, ça réduit en fait la pensée dualiste. Ah, on n'est plus dans une histoire, le bien et le mal, par exemple. Euh, Il y a plus, il y a plus ce problème-là. Il y a plus de peur aussi, il y a moins de limitations et on est plus libre dans la façon de fonctionner. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, bon, après, il y a, oui, l'histoire de l'ego qui, euh, qui, euh, qui empêche de voir, en fait, bon, après, par exemple, dans l'hindouisme, Brahma, bon, Brahma, c'est pas le dieu personnel, hein. C'est une espèce, dans l'hindouisme, on va dire, une espèce de, 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 euh, de félicité dans laquelle il n'y a plus du tout d'ego. Donc, et quand, à un moment donné, on sort de cette félicité, il y a un masque qui se crée, Maya. Maya, c'est ouais, euh, un voile et c'est l'ego qui voile en fait cette source, qui voile cette source euh, qu'on ne voit plus en fait dans Ah oui, c'est intéressant ça. tout ce qui est Et- on le trouve dans toutes les on le trouve partout, hein, même chez les présocratiques, ouais. dans l'hindouisme, enfin, partout dit de façon vraiment à chaque fois différente et avec la culture Et donc, dans les expériences de mort imminente ou dans les tripes quelconques, dans les rêves, etc., on laisse le corps, on laisse son ego, et du coup, on peut voir, on n'a plus ce masque, c'est ça? Oui, tout à fait. On peut ne plus. Alors oui, on peut ne plus. Alors, les expériences profondes, je pense que c'est où il y a un laisser-aller complet dans ce qu'ils appellent, enfin, ce que toi tu as vécu du coup quand tu as vu on Ouais. appelle le Z de lumière, Reset, c'est ouais. un peu Charme, voilà, la série de Charme, les Z de lumière. Bon, voilà. Mais peu importe le nom qu'on donne, hein, tu as ressenti, voilà, aussi dans ce type d'expérience-là, le dialogue, c'est un ressenti, enfin, moi, d'après ce que je pense que tu me confirmeras, c'est vraiment un ressenti phénoménal, c'est affectif, c'est ultra affectif même. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un dialogue, c'est pas télépathique, Oui, voilà, c'est un c'est ressenti vraiment c'est plus phénoménal. que télépathique, c'est comme si, s'il y avait une communion, enfin, c'est comme si les autres étaient en même temps toi et que tu savais exactement ce qu'ils savaient. Exactement. Du coup, voilà. Du coup, l'ego, bah, finalement, bon, bah, l'ego, c'est les autres. Alors, enfin, c'est un peu cliché ce que finalement, et effectivement, on peut approcher, je pense, ce type d'unicité. Je ne sais pas comment l'appeler, hein, mais avec voilà, cette disparité d'une forme d'ego. D'ailleurs, les gens qui vont dire j'étais l'univers, j'étais la chambre. Voilà, ils vont dire j'étais la chambre, j'ai, j'étais même. Il y en a un qui m'a raconté quand il était qui est assez connu. Bon, j'ai la chance d'avoir pu échanger avec lui. Bon, je dirais pas son nom ici, de façon assez profonde et qui m'avait justement dit qu'il avait, quand il avait été dans le coma, enfin, je vais pas dire comment, parce que voilà, je pense qu'on va le reconnaître. Et bon, j'en parle dans ma thèse, hein, mais du coup, qu'il avait été la patiente à côté. C'est-à-dire qu'il était devenu D'accord, quelqu'un d'autre. enfin, ouais, une femme voilà. Et qui était, lui, il a eu des expériences comme ça très finalement panpsychiques, hein, quelque part. Et où, voilà. Donc du coup, Il avait une vue comme s'il avait, il était dans un autre corps, en fait, comme ouais, si. c'est ça. Il était l'autre. Voilà. D'accord. Il était l'autre. Donc c'est très intéressant, hein, comme type d'expérience, parce qu'il y a des expériences effectivement d'out of body, hein, qui sont. Après, voilà, dans les expériences d'out of body, la problématique actuelle, c'est d'essayer, entre guillemets, parce qu'effectivement, après ça, c'est positionnement un peu voilà, sceptique, c'est de dire, bon, bah écoutez, bon, ça se passe dans le cerveau. En gros, c'est une illusion très réelle, très réelle. Le cerveau est capable de créer des hallucinations. Mais
certains vont dire, bon, bah, écoutez, vous n'êtes pas sorti de votre corps, tout s'est passé à l'intérieur. Donc voilà. L'autre positionnement qui est de dire, bah non, quand je suis sorti de mon corps, j'ai pu vérifier à 200 km, par exemple. Moi, il y a une personne qui m'a dit, bon, bah, j'ai vu ma mère à 200 km, il y a eu un accident de voiture quand j'étais enfant. Et Bon. c'était à vérifier. Ah oui, elle a vérifié après coup. Donc effectivement, bon, c'est assez troublant. Une Après, conscience qui se balade, en fait. alors, ça peut être ça ou ça peut être, voilà, on peut tout imaginer. Alors, le problème, justement, dans toutes les hypothèses qu'on peut voir, il y a énormément d'hypothèses là-dessus. L'hypothèse, bon, à une cinquième dimension, alors, voilà, ça peut être, voilà, il y en a qui vont dire, bah, ça se passe dans une cinquième dimension, il y en a qui vont dire, bah non, euh, ça se passe bien dans cette dimension-là, ou on peut même dire, bon, bah écoutez, nous sommes nous sommes un produit numérique, voilà, virtuel, voilà, ouais, on peut tout dire. Donc moi, je cherche pas à trouver une réponse voilà, réductionniste. Parce que, bon, je trouve ça assez simpliste parce qu'on peut tout imaginer. Hein. C'est ce que disait Kant d'ailleurs dans Critique de la raison pure par rapport à la métaphysique. Bah, tout semble logique. Ouais, Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, il y a la conscience, déjà, premièrement. Qu'est-ce qui se passe dans cette conscience, la conscience phénoménale, euh, et aussi l'aspect éthique, parce que on parle beaucoup d'éthique dans les expériences de mort imminente, euh, parce qu'il y a il y a des phénomènes qui sont décrits euh, où les gens vont revenir, comme on disait tout à l'heure, avec une volonté de changer le monde. Alors, effectivement, ça peut déclencher des égotripes. Il y en a qui m'ont dit, bah, c'est moi qui vais être, enfin, je vais être un sauveur, etc. Et après coup, qui en sont revenus. Et des fois, on se demande même si c'est pas parfois un cadeau, alors c'est peut-être pas le mot, un cadeau empoisonné, parce que quelque part, en fait, ça change vraiment la vie de certaines personnes. Il y a des expériences, on ne dit pas on ne dit pas beaucoup qui ont fait des dépressions. Moi, j'en ai connu comme ça, qui ont fait des graves dépressions, parce que ils sont coupés, en fait, d'une expérience très intense qu'il y a eu avec la lumière, voilà, d'amour inconditionnel, et ils en ont plus d'un coup. Voilà. Et ils se retrouvent dans un monde assez froid, voilà, où c'est compliqué d'y vivre. Et, euh, et du coup, c'est comment retrouver en fait ce type d'expérience-là. Alors, il y en a qui cherchent par la méditation, l'oraison, hein, il y en a, voilà, qui arrivent à y retourner, mais au retour en fait de ce type d'expérience-là, je ne sais pas si ça t'est arrivé, ouais, on a ouais. personne ne comprend, on a un monde dur. Voilà. Alors, effectivement, le monde en plus bon, a toujours été comme ça. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que ils m'ont donné un travail à faire sur ce qu'ils m'avaient expliqué. Ils m'ont dit, voilà, maintenant on te dit ça et tu vas leur expliquer. C'était les mots, tu leur expliqueras, mais ce ne sera pas facile. C'est exactement les mots qui ont été identifiés. Et en fait, j'ai fini par l'expliquer en écrivant un livre. C'était les Hum, rapports entre la matière et justement l'immatériel. Entre et ça parlait du temps, de l'espace et de la matière. Donc c'était assez complexe. Et comme tu le dis, ça faisait une bonne charge. Alors j'ai pas fait de dépression, mais j'ai fait une résistance parce que je me suis dit, je leur expliquerai. Ouais, mais j'ai pas envie de leur expliquer parce que d'abord je suis personne pour l'expliquer et qu'ensuite c'est gros. Alors bon, j'ai fini par écrire un livre que tu as lu et qui parle. Très intéressant. Alors, par rapport C'est à ton livre, gentil. Ouais, ce qui est pas mal, c'est que du coup, il y a, bon, je trouve au niveau philosophique assez profond, enfin, très profond même, parce que c'est vraiment des questions philosophiques que tu poses dans le livre qui sont posées voilà, par la philosophie depuis toujours. Et aussi, c'était pas, en fait, comme beaucoup qui écrivent alors, des livres en racontant leurs expériences de mort imminente, bon, on les a déjà avec Raymond Mougy, j'ai envie de dire, depuis longtemps, depuis 1975.
Et Ouais. du coup, c'est des répétitions en fait de récits où bon d'accord, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on en fait? En fait, qu'est-ce qu'on fait en fait de ce type d'expérience? Mm. Parce qu'effectivement, ça apporte peut-être du baume au cœur à plein de gens. Bon, bah, ils vont se dire, bon, ils peuvent se dire, bon, voilà, il y a, j'en sais rien, qui Bon, vont, chacun veut raconter ce qu'il a vécu. voilà. Là, moi, j'étais obligée de dire ça, mais c'était pas une histoire de comment ça s'est passé, c'était ce qu'ils m'ont dit, les messages. Et comme tu disais, c'est une charge. Tu viens avec une charge de travail. C'est ça en fait, c'est-à-dire que l'idée, par exemple, il y a des gens comme ça qui ont des expériences de ce type-là, qui vont par exemple faire du bénévolat. Et il y a des gens il y en a, il est devenu infirmier. Il y en a, bon, bah, comme toi en plus, tu es déjà euh, dans le domaine Oui. de la thérapie, etc. Professionnellement en plus. Hein, t'as pas, voilà, tu étais déjà dedans. Euh, du coup, je crois que tu as même un master Oui. euh, En euh, santé, oui. en sciences médicales, je me souviens plus exactement du titre. Moi, j'ai un master en santé, sciences En et santé, éducation. voilà, c'est ça. Du coup, dans ce qui est intéressant, c'est tu as une approche, bon, effectivement, dans le livre, Donc, vraiment, tu penses à travers ton travail sur les EMI et sur la conscience, tu penses qu'on a accès à notre conscience phénoménale en tant qu'être humain, parce qu'il y a des consciences dans tout, en fait, mais on y a accès lorsqu'on est hors du corps, comme les gens que tu as que tu as rencontrés pour ta thèse sur les EMI. bon, moi, je pense qu'il y a un voyage effectivement intérieur qui se Ouais. produit dans moi, ce qu'on appelle pour la conscience de type phénoménal, voire même ultra phénoménal finalement. Après, moi, je veux pas du tout comme c'est clair réduire le phénomène. Voilà, je pense que le mieux, c'est, en tout cas, parce que après, employer des mots âme, ou machin, esprit, etc. Je pense que vraiment, c'est un peu d'ailleurs cette idée, ce que tu décris vraiment dans le livre, cet apprentissage finalement de la vie, un peu comme l'évolution en fait, dans la Ouais. théorie. Est-ce que pour faire ta thèse, tu as approché des gens ou une personne qui, d'après son témoignage, t'a fait avancer dans ton idée justement de ce qui est la conscience? Euh, oui, en fait, je dirais l'ensemble des personnes quelque part m'ont fait avancer, que j'ai Un exemple, un exemple? Euh, comme ça, j'en ai pas trop qui à l'esprit, mais euh, c'est-à-dire que, bon, par exemple, toi, en fait, ce que tu décris dans ton livre, je trouve ça, en fait, intéressant, comment la conscience se construit, comment elle teste, comment elle apprend de ses erreurs, etc. Parce que c'est effectivement, au lieu de dire, bon, bah, euh, euh, d'entrer dans quelque chose de dualiste en fait. Et parce il y a parfois des dérives un peu comme ça, je trouve, un peu comme avec les religions, Oui, où ouais. bon, voilà, bon, la réincarnation, par exemple, l'évolution spirituelle, bah, tu dois être réincarné, machin, etc. Si t'as pas assez évolué. Enfin, je trouve ça même. Après, je sens un peu du contexte. Mettons ça soit voilà. Non, parce que ça peut être l'évolution de la conscience qui se dit, puisqu'elle survit elle survit au corps humain apparemment, hein, elle survit au corps terrestre, qui se dit, pour se parfaire, elle va avoir d'autres expériences. Oui, alors après, Elle est localisée dans une personne. Après, elle est possible qu'elle soit étant, bah, délocalisée, hein. ouais, c'est un peu ce qu'on retrouve avec Platon, les pythagoriciens, Voilà. etc. Bon, voilà. Mais du coup, mais par contre, je trouve que ça a été, c'est mis un peu, quoi, un peu avec sous une forme de jugement, en fait, quelque part. Et c'est un peu le travers, hein, comme avec le christianisme Oui, originel.
Oui, on complètement. cherche toujours des explications. Ouais, et puis il y a un jugement moral qui Ouais. peut être vite fait Oui, là. Oui, ah, moi je suis plus évolué que toi, machin, etc. Bon, si je fais moi, le plus, j'aurai le moins, et si je fais voilà. mal, je me réincarnerai pour faire du bien, etc. Oui, oui, il y a une sorte Et de... c'est ça, puis moi j'ai une vie Non, antérieure. Enfin, non. toi, tu es certainement. Voilà, si tu es comme ça. Alors après, on peut en arriver avec des dérives comme ce qui passe avec l'hindouisme. Oui, oui. Avec, par exemple, voilà, le système des castes. C'est-à-dire que la personne qui n'est pauvre, bah, c'est parce qu'elle doit payer en fait sa vie antérieure. Enfin, je trouve ça atroce. Mm, C'est pas mm. du tout ça. Et donc ça, ce sont enfin, ce sont vraiment des dérives qu'on peut retrouver un peu, je trouve, parfois dans ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, même sur YouTube, etc. Et puis il y a des gens il y a un bon, on en parlait juste avant, des gens qui font un business aussi, des expériences de mort imminente. Je trouve ça vraiment incroyable. Bon, après, il y a toujours des petits malins là, qui trouvent tout de suite un moyen de faire de l'argent. Il y en a pas mal comme ça. Moi, je voyage pas mal sur les réseaux sociaux. Franchement, je vois des trucs. Pour avoir une expérience out of body, un stage de 300, enfin, 400 euros, 3 jours, enfin, bon, des choses comme ça, où il y a des gens qui vendent enfin, des sons pour avoir des expériences hors du corps, bon, alors qu'on parle, en fait, quelque part, et c'est pas du tout, c'est très sérieux, on parle d'éthique, et l'éthique, c'est l'action, et l'action, c'est pas, enfin, pour moi, à mon sens, hein, c'est la critique que je ferais un peu de tout ça, c'est, il y a des gens qui sont à la rue, par exemple, moi, voilà, je suis travailleur social, et c'est de pire en pire, hein. Et bah, si vous voulez vraiment voilà, être dans l'amour, eh ben, vous allez faire du bénévolat. Bon, voilà, je sais pas, vous choisissez une cause, mais et je pense qu'en fait, il y en a qui le font, hein, mais c'est pas de vendre des techniques pour sortir de son corps. Parce que vous avez mettons, là, moi, je ne me positionne pas sur, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ou pas du corps, parce que tout se passe dans... Ah, voilà. Pour le coup, euh, je, là, je reste sur le plan vraiment phénoménologique. Ouais. Mais c'est pas le surnaturel, en fait, c'est pas un attrait surnaturel, avoir un super pouvoir, machin, etc. Il y en a comme ça. Ça, c'est toujours les humains qui veulent avoir plus que les autres, hein. Voilà, et c'est Moi, ce qu'on m'a l'ego. expliqué, c'est que c'était mis en commun, que c'était pas localisé et qu'en fait, on avait accès à ce qui nous intéressait en fonction de Oui, ce qu'on stimule, en par fait. exemple, je sais pas, les annales Akashi, qu'est-ce que ça Ouais. peut apporter d'avoir accès? Ah, voilà, déjà, c'est pas... voilà. Pas avoir accès à tout, il faut avoir accès à ce qui t'intéresse, à ce sur quoi tu es motivé pour avancer. Oui, oui, oui. Avoir accès à tout, parce que sinon tu fais exploser la machine, hein. Comme ce qui Et explose c'est ça. derrière toi, ouais. Là, ça y est, c'est explosé, hein. Bon, ben, je te remercie d'avoir témoigné sur Euh, ça. Peut-être avec que plaisir, ouais. une autre intervention euh, plus ciblée, parce que là, c'était tellement large que Oui, c'est vraiment un on a du échange. mal à se concentrer sur quelque chose. Mais Oui, c'était déjà très intéressant. Je te remercie beaucoup. ah, merci Dominique aussi, également. Puis, Et ben, on vous dit au revoir et ah, à bientôt. J'espère que ça vous a plu.